Hello les amis, j'espère que vous allez bien et j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour faire mon point lecture du mois de janvier. Alors janvier, je pensais qu'au début d'année je n'avais pas trop lu et en fait, en voyant tout ce que j'ai à vous présenter, eh bien en fait je trouve que j'ai bien lu parce que pour ce premier mois j'ai lu 12 livres, donc il y a 3 BD et 9 romans pour le coup. Et sur ce petit lot, il y a eu un coup de cœur, sinon tout le reste sont de très bonnes lectures. Donc je ne vous fais pas attendre plus longtemps et je vous présente tout cela. Pour commencer, j'avais envie de vous parler de mon tout premier coup de cœur de l'année. En fait, c'est une relecture où le coup de cœur s'est confirmé. Il s'agit du premier tome d'Acotar, donc Un palais d'épines et de roses de Sarah Gjimas aux éditions La Martinière Fiction. Voilà, je montre la couverture. Et je l'ai relu, et voilà, ça a été tout simplement incroyable. Donc pour faire un bref résumé, on suit Fer. Je crois que ça se prononce pas comme ça à l'anglaise, mais moi voilà, je le prononce à la française. euh, qui vit dans un univers en fait où sur leur terre, en haut vivent les immortels. Il y a ensuite un mur pour séparer tout cela, et en bas vivent les mortels. Et elle vit dans la pauvreté. Elle doit chasser pour nourrir sa famille. Et un jour, il va se passer quelque chose pendant qu'elle chasse. Suite à cela, va débarquer une bête monstrueuse qui va lui dire que, étant donné ce qu'elle a fait, elle va devoir la suivre de l'autre côté du mur, donc chez les immortels. Fer n'a pas de choix, c'est de protéger de sa famille, donc elle va suivre la bête. Et là-bas, elle s'attend à vivre un peu comme une prisonnière, sauf que ce n'est pas le cas, on la traite vraiment comme dignement. Et elle commence à découvrir l'univers des immortels. Donc voilà, comme je vous ai dit, c'est un 10 sur 10, un gros coup de cœur qui s'est reconfirmé. La première fois que j'avais lu Acotar, donc ce tome-ci, j'avais vraiment été hantée, si on peut dire ça comme ça. Dès que je posais le livre, j'essayais de m'imaginer la suite, mais vraiment j'y pensais tout le temps. C'était impressionnant. Et même la première fois que je l'avais lu, pendant la nuit, j'avais rêvé d'une fête qui a lieu dans le livre, comme si j'y étais, et puis voilà, mais je vous dis, j'étais hantée, et puis jusqu'à la fin de cette lecture, c'était incroyable. Alors là, ça m'a pas fait le même effet, je pense aussi qu'au départ, j'ai repoussé cette relecture parce que j'avais peur que le coup de cœur ne se reconfirme pas, mais alors on va dire, effectivement, on est sur un univers qui est vraiment impressionnant. Moi, l'univers, il me fascine toujours autant, même si là, c'était une redécouverte. Et je pense que de l'avoir relu, justement, ça m'a permis de le voir un peu sous un autre œil. Effectivement, on arrive, c'est assez contemplatif, on nous présente l'univers, mais il y a beaucoup de choses à nous présenter. On va découvrir, faire ce qu'elle va découvrir là-bas, ainsi que les immortels qu'elle va devoir côtoyer, et avoir des éléments petit à petit, mais il y a des passages aussi que je trouve très beaux, qui se déroulent dans ce livre. Et pareil, on a une romance qui commence à s'installer, et moi, cette romance-là, je pense elle m'attire toujours autant, en fait. Et j'aime la manière dont elle est faite, c'est vraiment bien fait, la plume elle est belle. Et les paysages qu'on nous décrit en fait, tous ces paysages, tout ça, mais j'avais envie d'y être, en fait. J'avais envie d'inverser ma place avec elle, pour vivre ces instants-là, tellement c'était beau, ça m'a plu. Et effectivement, oui, il se passe pas grand-chose dans ce tome 1, à part un peu plus à la fin, parce que disons que ça commence un peu à s'accélérer. Mais j'aime beaucoup le début de l'histoire de Fer. Alors après, maintenant je sais ce qui se passe par la suite, alors c'est clair que certains éléments me semblent beaucoup plus clairs. Et, mais je peux vous dire que moi ce tome 1, c'était mon préféré. Déjà à l'époque, alors maintenant à voir avec la relecture si ça va rester celui-ci ou si ce sera un autre tome qui va le détrôner. Mais en tout cas, je suis très heureuse d'avoir pu me replonger là-dedans, comme je vous dis. J'adore les paysages qui sont décrits, l'univers, la romance qui est introduite petit à petit, l'ambiance dans laquelle on est plongé, et à la fin, ce dénouement final qui est vraiment retentissant, c'est qu'on se dit mais oui, est-ce que elle va y arriver, va-t-elle y arriver ou pas? Et voilà, comme tous les éléments s'enchaînent, et voilà, et puis là je n'ai qu'une hâte, c'est de me jeter sur le tome 2. Alors pour vous dire, hein, c'est une bricasse un peu déjà. Alors le tome 1 c'est le plus petit je crois, il fait 520 pages, et il est écrit de taille, c'est assez grand quand même, et aéré, voilà. Mais je l'ai dégommé parce que j'étais de nouveau prise dedans, fallait que je sache la suite. Et à Kota, vraiment, j'ai que le mot à dire, c'est waouh! Moi, en tout cas, le waouh, je l'ai ressenti dès que j'ai ouvert le livre et que je commence à relire et revoir ces paysages, tout ça. Je me suis dit, mais ouais. Je me suis dit, ton coup de cœur, il y a de fortes chances qu'il soit confirmé. Et ça n'a pas manqué, donc je suis contente d'avoir pu relire ce premier tome.
Pour moi, ça l'a refait. Je me suis régalée là-dedans, même si comme je vous dis, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé parce que je pense que le premier tome est plus introductif parce qu'il faut introduire l'univers, il faut tout introduire tout cela. Et le deuxième tome, on va dire, ils ont préféré le deuxième tome parce que ça part totalement dans un autre style, mais le tome 1 pour moi l'avait déjà fait et voilà, j'avais peur que de me dire que déjà à cause des habits vie me faire peut-être plus influencer, mais non, j'ai retrouvé mon coup de cœur et je suis contente et je ne peux que vous recommander cette saga si vous ne l'avez pas lue. Parce que moi disons, alors ce sera la relecture des 3 tomes, les 3 premiers tomes, le tome 3.5 là, qui venait à s'entrecouper, et après le 4e tome qui est sur Nesta, ce sera une découverte pour ma part, donc c'est pour ça que je les relis pour vraiment me remettre dans l'ambiance. Et après, justement, comme Crescent City est dans le même univers, ça me permettra aussi peut-être, pendant que je l'ai en tête, de débuter Crescent City. Alors, tout d'abord, j'ai lu Heartland, le tome 5 et le tome 6. C'est L'impossible retour et Un jour tu comprendras de Lauren Brooke aux éditions Pocket Jeunesse. Voilà, je vous montre la couverture. Donc là, pour faire un bref résumé du début de l'histoire, on suit Laura qui a subi un tragique accident avec sa mère ne s'en est pas sortie. Donc Laura va décider de reprendre en fait le ranch familial, dont le but c'est ils prennent des chevaux pensionnaires et qui ont été traumatisés ou qui ont vécu des choses horribles dans la vie, et ils essayent de les soigner, mais par la méthode douce, c'est-à-dire avec des huiles essentielles, de vraiment une thérapie très douce. Et Laura va vivre au fur et à mesure des péripéties, et que ce soit avec des pensionnaires ou avec des membres de sa famille ou des amis. Voilà pour le speech de départ. Ici donc c'est une lecture à laquelle j'ai mis 9 sur 10. Or c'était ma première lecture de 2025 et je peux dire que ça a été une très bonne lecture. Donc j'ai trouvé que les deux récits étaient prenants, c'était un plaisir de retrouver Laura et aussi de retrouver tous les pensionnaires. Et dans ces 2 tomes sont consacrés plutôt à un nouveau pensionnaire et on va le suivre tout au long, donc c'était très intéressant j'ai trouvé. Et pareil, il y a toujours des péripéties dans la vie de Laura. Donc ce livre, j'ai trouvé que c'était plus axé sur justement des choses qui arrivaient dans le quotidien de Laura et qui touchaient des gens qui lui sont chers. Et aussi, Laura commence à éprouver des sentiments amoureux à travers ces tomes. Donc voilà, on va petit à petit, peut-être une future romance se définir. Donc voilà, c'est des choses que j'ai envie de vous dire que ça, je sais que ça allait arriver. Comme je vous dis, c'est des relectures, les Heartland, mais je ne me rappelle plus totalement de toute l'histoire, mais je me rappelle de certains points. Et un de ces points, c'était la romance. Je savais qu'à un moment donné, elle arrivait, donc voilà, je ne savais juste plus à quel moment. Et comme je vous dis, ce qui me plaît toujours autant à Heartland, c'est que c'est vraiment quelque chose qui se lit bien. Et aussi cette manière de la thérapie douce envers les chevaux, de vraiment à travers les huiles essentielles, essayer d'ajouter un peu quelques gouttes d'huile essentielle dans leur nourriture selon quels soucis ils ont, tout ça vraiment les traiter avec respect, j'ai envie de dire, sans les brusquer. Et ça je trouve vraiment très intéressant et c'est un pur plaisir de replonger dans cet univers. En tout cas, ça m'a fait vraiment du bien d'y retourner et j'ai hâte de lire la suite. Donc voilà, c'est pour ça que je lui ai mis un 9 sur 10 parce que très bonne lecture, juste je n'ai pas atteint le stade du coup de cœur. Et là, c'était en plus une lecture, alors vous avez les 2 tomes qui font ensemble, ça fait 250 pages environ et c'est écrit assez grand et assez aéré, voilà. Mais comme je vous dis, moi en tout cas, c'est un plaisir de les redécouvrir et pareil pour s'unir des chevaux, j'aimerais tous me les reprendre au fur et à mesure et pour relire cette saga de cette manière parce que vraiment j'adore, je passe de bons moments et c'est toujours aussi agréable. J'ai aussi lu Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher aux éditions j'ai lu, donc je vous mets la couverture ici, c'était une lecture en numérique et c'est un livre que nous avons lu en lecture commune. Donc là disons que mon avis va être plus mitigé, donc déjà je vais vous faire le résumé. On suit Corag qui est une jeune femme qui a été emprisonnée pour sorcellerie. En fait, ils attendent le dégel pour pouvoir la brûler. Et un jour va venir un révérend lui rendre visite, alors pas pour l'habituelle confession, j'ai envie de dire, mais là il est là pour écouter l'histoire de Corag, car il pense que cette histoire pourrait l'aider dans sa quête, justement, dans la quête qu'il mène. Et au départ, il est un peu comme tous, il la considère comme une sorcière, mais petit à petit, en écoutant le récit de Corag, son point de vue va s'ouvrir
et au lieu d'écrire à son roi, il va préférer correspondre avec sa femme. Voilà pour le speech. Donc, comme je vous dis, moi, alors j'en ai beaucoup entendu parler de cette lecture par Margot Liseuse, je crois qu'il y avait aussi Ingrid la lectrice qui en a parlé, et qui avait vraiment adoré. Moi, je me suis dit, ben, allez go, j'ai envie de découvrir tout ça. Et pour moi, ce fut un retour très mitigé. Je lui ai mis donc la note de 6 sur 10. Alors, on est dans un récit tout d'abord qui est poétique, entre la nature et les faits historiques. Alors, ce que j'ai apprécié, j'ai découvert une partie de l'histoire de l'Écosse que je ne connaissais pas, avec les clans, et puis justement la prise de pouvoir au niveau des rois, ce qui s'est passé, que les clans devaient prêter allégeance, toutes ces choses-là. C'est une partie de l'histoire que je ne connaissais pas. Et ce qui était très bien dans cette histoire, c'est que j'ai vraiment voyagé à travers des paysages d'Écosse incroyables. C'était bien décrit, je m'y voyais. Et c'était super. Et mon passage préféré pour moi, ça a été les échanges épistolaires entre le fameux révérend et son épouse. C'est ça que j'attendais, vous le retrouvez à chaque fin de chapitre. Et à chaque fin de chapitre, j'avais qu'une hâte, c'est de voir ce que justement le révérend allait écrire à sa femme. Et justement, c'est là que je trouve qu'on voit le mieux changement, parce que les premières lettres sont plus strictes, plus c'est qui lui dit oui, voilà, elle m'a dit ça, on voit qu'il y a le diable en elle. Et petit à petit, le point de vue évolue et lui commence à voir les choses du point de vue de Corag et à s'ouvrir. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment intéressant. Et pareil, Corag, c'est un personnage alors, qui est tout en simplicité et qui s'émerveille pour un peu rien, une brise de vent dans ses cheveux, des choses qui est très simple et qui, quand elle raconte son histoire, on voit son amour pour la nature, le fait que rien l'émerveille, c'est ça qui est intéressant avec Corag et qu'on a envie justement d'arriver à la suite du récit. Euh, et voilà, ça c'est quand même les points positifs que j'ai pour relever. Après, aussi j'ai trouvé que c'était une histoire qui était intéressante, voilà, qu'on veut quand même connaître la suite, mais... ah oui, et puis le dénouement final, j'ai trouvé qu'il était prenant. Les deux dernières parties, là vraiment j'ai croché au livre et je voulais savoir la suite, et comme ça se termine quand même. J'étais contente pour le coup, voilà, je me suis dit, c'est pas la fin que j'imaginais, donc voilà, ça m'a plu comme c'était fait. Tout ce que j'ai reproché maintenant, c'est que j'ai eu beaucoup de mal à entrer dans l'histoire, parce que la plume est, comment on dirait, j'ai pas envie de dire que c'est une plume comme plus spécifique, plus poétique peut-être. Et j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire à cause déjà de la plume. Il y avait beaucoup de transitions, c'est que tout d'un coup, Corag, elle nous racontait un truc, après elle passe à un autre truc. Et, et au départ, je me disais, mais où c'est que je dois me situer maintenant et j'étais perdue. Alors j'ai été plusieurs fois perdue à cause des transitions. Et surtout, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai trouvé, en tout cas, toute l'histoire, la bonne... je pense jusqu'à la fin presque, moi j'ai trouvé beaucoup de longueur et surtout des répétitions. Parce qu'il y a une fois, elle dit une phrase, et le paragraphe dans la transition d'après, elle redit exactement la même phrase. Et je me disais, mais ok, voilà, mais... Alors ça se veut, je pense, avec le style poétique du récit, mais moi, j'ai pas été réceptive, tout simplement. Et c'est vrai que moi, j'ai vraiment trouvé ça très long. C'est vraiment un récit plus contemplatif, où c'est qu'on suit Corag depuis le début de sa vie, jusqu'au moment où c'est qu'elle finit en prison. Et... voilà, c'est pour ça que moi je pense j'aurais bien aimé quelque chose peut-être un peu plus ouais, quand dire que c'est que je me sentais plus intégrée à l'intérieur, parce qu'aussi je pense que c'est fait exprès justement, on ne s'attache pas vraiment au personnage, j'ai envie de vous dire. Il y a par le côté épistolaire et la manière dont c'est raconté une distance qui est établie avec eux, et je pense que justement le fait d'avoir eu cette distance, moi ça a fait que ça a renforcé l'impression déjà de longueur et voilà, que c'est pour ça que j'ai plus un avis mitigé. Alors, je sais que pour beaucoup de personnes ça l'a fait, mais pour moi, voilà, c'est une lecture, je suis contente de l'avoir lu pour dire, voilà, je l'ai lu, mais j'en garderai des souvenirs un certain temps, mais je pense que ce ne sera pas indélébile comme pour certains. Et voilà, au moins, c'est une découverte, mais pour moi, un retour mitigé. Après, si vous aimez tout ce qui est un peu récit historique, parlant de sorcellerie, d'Écosse, et où c'est que vous voulez en apprendre plus, un peu, voilà, un récit, c'est que c'est quelqu'un qui vous raconte sa vie, mais d'une manière, comme je vous dis, un peu presque enfantine, parce qu'elle s'émerveille de tout, eh bien, foncez, voyez si ça vous plaît ou pas. Je sais que beaucoup de personnes l'ont apprécié, ben, ce n'est pas mon cas malheureusement, mais voilà, c'est quand même un livre que je suis contente d'avoir découvert, et
voilà, l'histoire de Korag était malgré tout très intéressante et j'ai beaucoup... Et surtout ce qui va me rester en tête, c'est les échanges du révérend. J'ai aussi lu Chevaux de foudre d'Aurélie Wellenstein et Béatrice Penkosecchi aux éditions Draco. Je vous montre la couverture. Et ici, pour faire un bref résumé, on suit Tali, qui est une jeune femme qui s'est fait capturer, qui va pour devenir esclave à Rome. Et elle est capturée en même temps qu'un Fulgur, c'est un cheval de foudre, comme on le voit par la suite nommé Ira. Ils sont donc amenés à Rome, et ils vont découvrir le monde des courses du déluge. Ce sont des courses où c'est justement que des esclaves chevauchent les Fulgures, dans une course où c'est que justement il y a énormément de risques de mourir foudroyés. Donc Tali va découvrir ce monde et elle va se lier d'amitié avec l'étalon Ira. Et maintenant son but va être d'essayer de s'échapper de cet univers. Voilà, donc c'est une lecture à laquelle j'ai mis 8 sur 10. J'ai trouvé l'histoire vraiment prenante entre fantastique et mythologie, parce qu'on est clairement dans la mythologie romaine ou à l'époque romaine. C'est ça que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Et j'ai apprécié l'univers que l'autrice nous propose, vraiment les fulgures, tout ça, j'étais vraiment intriguée. Je voulais en apprendre plus sur ces fameux chevaux de foudre et leurs spécificités. Donc tout ça, ça m'intéressait vraiment de fou. Et j'ai beaucoup aimé le personnage de Tali. Elle est à la fois indépendante, et ce que j'aime beaucoup, c'est sa sensibilité et le respect qu'elle démontre envers ces animaux qui sont jugés dangereux, mais elle ne va pas maltraiter ou quoi que ce soit, qu'elle va vraiment respecter malgré le fait de leur dangerosité, et montrer que justement en étant gentil avec eux, on ne risque rien. Voilà, donc c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Et à la fin aussi de l'histoire, vous retrouvez des explications supplémentaires en fait sur l'univers où, par exemple, vous avez vraiment de quoi s'est inspirée l'autrice. Par exemple ici, vous voyez, vous avez les courses romaines de l'époque, où il y a vraiment détaillé aussi l'origine des fulgures, ou certains éléments que l'autrice a dû inventer pour cette histoire, et vous expliquer à quoi ça sert exactement, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça, etc. C'est vraiment très bien fait. Et alors, j'ai trouvé aussi les illustrations très bien faites. Alors elles sont réalistes, et elles ont un style, je trouve, qui va bien avec le côté plus sombre de cette histoire, tout en étant très très coloré, ce que j'apprécie. Mais si je vous montre les illustrations du début, vous voyez, il y a un côté un peu plus sombre. Moi en tout cas j'aime beaucoup, et je trouve que ça allait très bien avec ce style de récit en fait. C'était génial. Et voilà, moi j'ai beaucoup aimé cette histoire, le lien qui est montré avec les fulgures. Et après, je dois juste mettre en garde, alors c'est un livre qui est destiné à du young adulte, parce que comme je vous ai pu vous le dire, on parle à la fois d'esclavage, mais il y a également quelques scènes où on voit de la maltraitance animale, voire de la mort d'êtres humains. Mais comme je dis, c'est quelques cases, et ensuite on passe à autre chose. Et voilà, je pense que c'est vraiment beaucoup plus destiné à du young adulte, et des jeunes adultes pourront davantage l'apprécier que des jeunes enfants, des ados. Mais voilà, en tout cas, moi, je me suis régalée avec tout ça. Ce que j'ai à reprocher, par contre, c'est que j'ai trouvé peut-être l'intrigue un peu trop rapide à mon goût. Et je pense qu'avec l'univers qu'on avait, on aurait pu facilement rajouter des pages pour détailler certains éléments, ou tout simplement même prévoir un second tome dans le même univers, parce que voilà, c'est bien fait, mais je suis restée quand même sur ma faim à ce niveau-là. C'est pour ça que je lui mise la note de 8 sur 10, mais je ne peux qu'à vous le recommander si vous aimez un peu tout ce côté mythologie romaine, fantastique, avec de la BD, et que vous avez envie d'en savoir plus sur les courses de chevaux. Eh bien, je vous recommande vivement cette lecture, mais en tout cas, c'est un vrai régal. Je l'ai dévoré tout simplement. J'ai lu Teleriviera d'Elise von Aesch aux éditions 5 Sens. Voilà, je vous montre la couverture également. Et je remercie encore l'autrice pour moi de ce service presse. Ici, pour faire un résumé, on suit 4 hommes et 4 femmes qui sont d'anciennes célébrités qu'on va envoyer sur un bateau pour une émission de télé-réalité qui est censée leur ramener leur gloire d'antan. Et en fait, sur ce bateau, ces personnes vont se rendre compte que la célébrité demande bien des sacrifices, et que justement leur secret pourrait bien être mis en avant pour les démonter, tout simplement. Voilà, et
et que justement on va voir les revers de la télé-réalité. Donc c'est une lecture à laquelle j'ai mis 8 sur 10. Alors franchement j'ai déjà trouvé le concept très intéressant, cette histoire de télé-réalité dans un huis clos, qui est sous forme de traversée de bateau sur le lac Léman. Et rapidement, alors on nous présente nos 8 protagonistes. La narration va s'alterner entre chacun pour que l'on puisse découvrir ce qu'ils pensent et découvrir aussi ce qu'ils cachent et ce qui s'est passé à l'époque en fait quand il était connu. Pourquoi est-ce que la guerre n'a pas continué? Quels sont ses regrets? Toutes ces choses-là. Et gentiment, comme nous sommes sur de la télé-réalité, les langues vont se délier. Et là, bien sûr, vont commencer les prises de tête, toutes ces choses-là. Et on voit tout très bien que justement, en fait, ces gens ne pensent qu'à eux. En fait, quand on met en avant le fait de retrouver la célébrité et de l'argent, eh bien, on voit jusqu'où l'être humain est prêt à aller pour y arriver, quitte à écraser les autres sur son passage. Et là, c'est vraiment bien montré. Et on voit aussi l'arrière du décor, j'ai envie de dire, avec la production. La production qui est là, qui suit tout et qui met en place des jeux ou des éléments pour interférer dans l'émission et pour justement amener plus de prises de tête, comment dire, oui, de cris, de disputes, justement pour faire que l'audimat il augmente et tout ça mis bout à bout, on voit qu'on n'hésite pas non plus pour faire de l'audience à vraiment jouer sur la crédibilité des candidats. Et au bout d'un moment, y a des infos qui sortent et on en vient à se demander mais est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est de nouveau un coup de la production pour faire monter l'audimat et certaines choses qui sont dites, si c'est faux, mais on se dit mais c'est vraiment affreux. Et ça se termine d'une manière, j'ai envie de vous dire, où c'est qu'on voit que ces personnes, elles sont totalement détruites, que ce jeu, au lieu de ramener ce qui était convenu, les a totalement détruits et voilà. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé très intéressant, la manière dont c'était fait. On suit les disputes comme si on y était, hein, c'est beaucoup du dialogue parce que voilà, c'est souvent des disputes entre certains personnages. Après, on suit également tous les personnages pour comprendre qu'est-ce qu'ils étaient à l'époque, comment même la célébrité, pourquoi ça a foiré et tout cela. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, la manière dont c'était fait et que ça nous montre justement tout ce qui se cache derrière, parce que justement je pense qu'effectivement même dans la réalité la production doit beaucoup jouer. Pareil quand il leur propose des petits jeux, je pense que c'est pas fait pour rien tout ça. Et là justement on nous démontre en nous montrant vous voyez la production ou bien quand il y a vraiment quelque chose de grave qui arrive, là par contre ils sont derrière l'écran et puis ils disent attends mais voilà ça fait peur presque de tout ce qu'on lit là-dedans. Et alors après moi tout ce que je pourrais reprocher c'est que il y a tellement de prises de tête, vous me direz comme dans une réalité normale, que des fois je me perdais un peu en me disant oui mais attends, pourquoi ce candidat là en veut à celui-ci et pour quelle raison, etc. Alors des fois c'était un peu je m'en mêlais les pinceaux, c'est surtout pour ça que j'ai enlevé un petit point parce que des fois ça s'enchaîne tellement les disputes tout ça que je me suis dit ouais il fallait que je me remette dedans et puis des fois c'était un peu compliqué parce qu'ils sont quand même 8. Alors pour se souvenir de tout ce qui s'est passé entre les 8 des fois il fallait bien réfléchir on va dire. Mais sinon j'ai trouvé ça vraiment intéressant, on nous montre vraiment le fond de l'être humain en fait. Quand on parle d'argent et de célébrité, ce que les gens sont prêts à faire, c'est surtout ça que j'ai trouvé intéressant. Et comme je dis, cette idée de télé-réalité sur un bateau, j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. En tout cas, la plume, elle est prenante, on a envie de savoir la suite et comment tout cela va se terminer. Et voilà, pour moi, ça a été une très bonne lecture, je me suis régalée malgré tout. Et je trouvais que c'était bien d'aborder ce thème de la télé-réalité et de montrer que justement, on nous explique dès le départ en fait qu'ils font cette télé-réalité en Suisse et que la télévision suisse a pour idée de faire une télé-réalité supérieure à ce que peuvent proposer les Français. Et alors supérieure, on y est peut-être arrivé, mais peut-être pas du côté positif de la chose, hein, voilà. Alors c'est une lecture qui fait 130 pages et c'est écrit quand même, c'est une écriture assez grande et assez aérée. En tout cas, comme je vous dis, moi j'ai passé un bon moment. Et si vous aimez aussi tout ce qui est télé-réalité et que vous voulez un peu voir le côté sombre de ce sujet, je ne peux que vous recommander cette lecture. En tout cas, pour moi, ça a été une belle découverte. Et voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant et je l'ai vraiment dévoré ce livre.
J'ai également lu Penalty, le tome 2, Gjeune de Lucien Will aux éditions Cadaling. Je vous mets la couverture ici et je remercie la maison d'édition pour l'envoi de ce service presse. Alors dans le tome 1, si vous voulez, on suivait Ivo et là on va suivre son meilleur ami Gjeune dans cette aventure. Donc nos deux amis ont changé d'équipe de football, ils jouent maintenant pour le FC Chevreuil. Et disons que cette équipe est dernière du classement. Les championnats juniors de foot recommencent et disons que Gjeune va avoir envie va être motivé en fait à booster son équipe et tout cela est dû à l'arrivée d'une nouvelle élève dans sa classe et suite à ça, il va décider de devenir entraîneur-joueur. Donc le FC Chevreuil va commencer à remonter gentiment la pente et on va voir exactement tout ce qui va s'y passer. Donc c'est une lecture à laquelle j'ai mis 7 sur 10, donc déjà ce qui était agréable c'est que c'était un récit prenant, c'était un plaisir de retrouver nos protagonistes, autant Ivo que Gjeune. Et c'est une lecture qui se lit toute seule et rapidement, c'est ça qui est vraiment agréable, j'ai pas vu les pages passer. En plus on a des illustrations réalistes qui viennent s'intercaler, justement on voit beaucoup des personnages pour qu'on se rappelle à quoi ils ressemblent. Et ici l'auteur il aborde les thèmes on voit bien la cruauté entre les joueurs en fait, et l'évolution des sentiments en grandissant tout simplement. Là on voit que Gjeune on a plus de passages, je sais que Gjeune et Ivo sont à l'école et on va découvrir comment ça se passe pour eux là-bas. Et pareil comme je vous dis pour la cruauté entre les joueurs, je pense effectivement que ça c'est aussi vraiment tiré de la réalité parce que malgré leur jeune âge, je ne pense pas que tous ces jeunes soient motivés à jouer au foot. Il y en a qui vont vouloir à tout prix gagner. Donc là aussi c'est bien représenté. Et bien entendu, on reste sur le thème fort de l'amitié, ce qui est très agréable de voir l'amitié entre deux protagonistes et ainsi qu'avec d'autres personnes. Après, je dois vous dire que j'ai beaucoup aimé retrouver Ivo. Ivo, c'est un personnage qui m'a beaucoup plu parce que malgré tout ce qui peut lui arriver, il voit toujours le côté positif, il a toujours le sourire, il est motivé. Il s'acharne à s'entraîner au foot parce qu'il veut s'améliorer. Donc c'est vraiment quelqu'un que j'ai trouvé très positif en fait, le personnage d'Ivo dans ce livre. Et pareil, j'ai bien aimé les moments, c'est que on parle de foot tout simplement. Que ce soit aussi bien les matchs que les entraînements, c'est bien décrit. On est pris dans l'intrigue, on a l'impression d'être sur le terrain avec eux, on a juste envie de les encourager, de leur dire allez, allez, allez. Mais vraiment c'est bien fait. Et ici, on a un dénouement final qui est vraiment haletant. Et disons que vu comme ça se termine, il y aura un tome 3, c'est sûr et certain. Parce que, étant donné tout ce qui est laissé en suspens, eh bien, je veux savoir la suite, tout simplement. Et disons aussi que dans le dénouement final, il y a des secrets qui commencent à être un peu abordés. Donc on se pose également des questions on espère qu'on aura des réponses dans le tome 3, tout simplement. Et pourquoi j'ai un peu enlevé des points. Alors déjà, j'ai plus de mal à m'attacher à Gjeune, déjà. Contrairement à Ivo, c'est reparti tout de suite. Mais Gjeune, j'ai plus de mal à m'y attacher. Et aussi, j'ai plus de mal à entrer dans cette histoire, peut-être par le fait que on parle un peu de foot au début, mais on parle plutôt de la vie des garçons. Et ensuite, on vient vraiment dans le thème du foot. Je sais pas si c'est ça. Ou est-ce que... Oui, comme je vous dis, moi, quand j'avais lu le premier, j'avais vraiment souvenir que ça parlait beaucoup, beaucoup de foot. Et là, comme on y est un peu moins, c'est un peu plus mixé avec le thème scolaire. Est-ce que c'est pour ça que j'ai plus de mal à rentrer dedans? Mais en tout cas, sachez que c'est une très bonne lecture jeunesse. Que si vous aimez le foot, le jeunesse et que vous en avez passé un bon moment, je vous recommande vivement cette saga. Et là, j'attends avec impatience le 3e tome. J'ai également lu le 3e tome des Accords corrompus, Rêve de feu de Kelly Sinclair aux éditions Bookmart. Voilà, je montre la couverture. Et ici donc, pour faire un bref résumé du tome 1, on suit... alors, nous sommes déjà dans un univers... Il y a 2 univers. L'un de glace, qui se nomme Glacium, et le deuxième, où il fait très très chaud, qui se nomme Ossolis. C'est les 2 peuples qui vivent sur chacun de ces mondes ne s'apprécient pas plus que ça. Et il a donc été décidé que pour maintenir la paix, que tous les temps de temps, une délégation d'un des peuples allait rendre visite à l'autre pour essayer de maintenir des accords de paix. Nous sommes à la période où les délégués de Glacium se rendent sur Ossolis justement pour reparler des accords de paix. Et nous, on va suivre Olina. Olina, c'est la future Tatuma de Ossolis. La Tatuma, si vous voulez, c'est qui voit la princesse. Sa mère, c'est la Tatum, donc la reine de Glacium, et elle devra lui succéder.
Olina, elle n'a pas eu une vie très heureuse. Déjà, elle est voilée. Elle ne sait pas pourquoi sa mère l'a toujours forcée à mettre un voile. Et elle n'a jamais vu son visage. Et depuis l'arrivée de la délégation de Glacium, elle est aussi attirée par l'un des délégués qui est sur place et qui se révèle être le futur, le prince de Glacium. Il va se passer un événement et suite à cela, Olina va être emmenée de force sur Glacium. Voilà pour le résumé, j'essaye de pas trop vous en dire pour ne pas vous spoiler justement. Et je pense que ce tome a été mon préféré jusqu'à maintenant, je lui ai mis la note de 9 sur 10. On était pas très loin du coup de cœur. J'ai trouvé cette suite vraiment palpitante, entre complot, bataille, tout ça, ça m'a vraiment beaucoup plu, j'étais à fond dedans. Et j'ai trouvé la plume est vraiment addictive en fait. J'enchaînais les pages, je ne pouvais plus le lâcher. Je voulais savoir ce qui allait se passer, ça m'a beaucoup plu. On a aussi la romance qui va prendre un nouveau tourment, qui est plus présente, presque dans les autres tomes, et là j'ai adoré quoi. Il y a des moments où j'avais le smile, mais vous imaginez pas tellement c'était bien fait, c'était des moments agréables pour moi ces moments de romance, et je me suis vraiment sentie bien quand ça se passait, donc vraiment j'ai adoré. Et aussi, disons que Olina, elle se retrouve un peu prise dans tous ces complots, les secrets, tout ça, et qu'elle va devoir prendre des décisions pour son peuple, mais aussi pour Glacium, et on va voir qu'est-ce qu'elle va choisir. Et aussi ce qui fait plaisir, c'est qu'on a revu des anciens protagonistes, surtout du tome 2, que ça m'a fait plaisir de les retrouver, c'était agréable. Et pareil, le dénouement final, il est captivant. Et oui, je me suis régalée, quoi, d'un bout à l'autre. Et là, j'ai qu'une hâte, c'est de me jeter sur le tome 4 pour savoir comment ça va se terminer. Et Olina, bah là, elle a choisi une stratégie, on va dire que justement, c'est un peu qui tout double. Alors, j'ai hâte de voir comment tout cela va s'enchaîner. Mais pour vous dire, c'est une lecture qui fait un peu plus de 380 pages. C'est écrit quand même assez grand et assez aéré pour montrer les en-têtes de chapitres qui sont magnifiques. Regardez. Mais je l'ai dévoré et franchement j'ai beaucoup aimé. Comme je vous dis, là la romance elle m'a absolument pas dérangée. Elle était même très bien faite parce que c'était des moments de romance très agréables où vraiment je me sentais à l'aise. Et comme je vous dis, quand j'ai des moments comme ça, c'est que j'ai vraiment le smile et que je me dis, vous savez, un peu comme quand on est ado, les petits hi hi hi. Et bien ça, pour moi ça le fait. Et puis là c'était vraiment très très bien fait. Alors j'ai hâte aussi de voir comment la romance va évoluer par la suite et voilà, à voir. Je ne sais pas si je vais attendre une année pour me lire le tome 4, le dernier tome, mais en tout cas sachez que oui, ce tome est mon préféré jusqu'à maintenant et je suis vraiment prise dans cette histoire, l'univers, tout ça me plaît. Et là en plus on a eu tout ce que j'aime, vraiment. Alors je vous dis, avant n'est passé rien du coup de cœur, il manquait juste un petit quelque chose et c'était un coup de cœur pour ce tome. Donc peut-être que le tome 4 sera le coup de cœur sur cette saga. À voir. Mais en tout cas, sachez que pour tous ceux qui aiment tout ce qui est roman de Tacy, sans magie, parce que là, dans ce monde, on n'a pas de magie, ils sont des arbres, ce sont des armées de peuples, mais c'est vraiment prenant, je trouve, de suivre juste dans ces deux mondes, voir les complots politiques, tout ça, tout ce qui se dessine derrière, et ça m'a beaucoup plu. Alors la roman de Tacy, sachez que dans le tome 1, on la voit pas beaucoup, dans le tome 2, la romance plutôt. Dans le tome 1, on la voit pas beaucoup. Là, dans le tome 2, un peu plus. Et je pense que c'est vraiment dans ce tome 3 que là, elle prend vraiment l'ascendant. Mais ça, comme je vous dis, si vous aimez la romance de Tacy, que vous voulez découvrir tout un peu ce qui est polaire, un peu roman Tacy polaire, je vous la recommande vivement parce que franchement, elle vaut le coup. Et même moi, je me suis laissée influencer parce qu'au départ, je l'ai lu suite aux recommandations de Nina Quill. Voilà, donc pour moi, une très bonne lecture et je ne peux que vous la conseiller. J'ai également lu L'île de minuit, le tome 1, Le réveil de l'automate de Lilian et Grébille, c'est aux éditions Dupuis et je vous mets la couverture ici car je l'ai lu en numérique. Donc on est ici sur une bande dessinée et je remercie encore la maison d'édition ainsi que NetGalley pour l'envoi de ce service presse. Donc ici on va suivre un groupe de jeunes gens, donc il y a des plus jeunes et des moins jeunes, qui vont se retrouver sur une île. Ils ne savent pas comment est-ce qu'ils ont atterri là, ils n'ont aucun souvenir de leur passé. Ils se rappellent juste de leur prénom. Donc ils vont s'associer et ils vont commencer à fouiller cette île. Ils vont tomber sur un ancien bâtiment et en fouillant à l'intérieur, ils vont trouver un ancien automate. Et voilà, disons que je vais m'arrêter là au niveau du résumé parce que je n'ai pas envie de vous spoiler. C'est une BD, c'est très court. Mais
Voilà, c'est une lecture à laquelle j'ai mis 8 sur 10. Alors, comment vous dire? C'était un très bon amuse-bouche, j'ai envie de vous dire. Une manière de commencer qui était vraiment agréable, où c'est qu'on a envie d'en savoir plus et qu'après on a envie d'en reprendre. Pour moi, en tout cas, j'ai trouvé que c'était, comme je vous dis, un récit qui était vraiment captivant, avec quand même des rebondissements et des retournements de situation que je n'avais pas vu venir pour cette petite BD. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur style isolé, donc on va découvrir l'île, les mystères qu'elle renferme, et les illustrations aussi, je dirais que c'était très réaliste, avec des planches colorées, bien colorées justement. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a beaucoup de variations de paysages, parce que l'île est vraiment, on part des décors de plage, on part des décors de forêt, les décors du bâtiment, justement, c'est vraiment très varié au niveau des paysages, c'est ça que j'ai trouvé sympathique pour ce type de BD. Et on a des personnages qui sont intéressants parce que, on va dire, ils sont des âges différents. Et puis on voit vraiment qu'ils ont des caractères très variés et qui vont devoir s'entraider pour survivre là-dedans, tout simplement. Et le dénouement final, franchement, est tout simplement prenant et donne envie de se jeter sur la suite. Alors, il vient de sortir, mais j'ai envie de déjà voir le tome 2. Et voilà, c'est vraiment, j'ai trouvé que c'était très prenant. L'ambiance m'a j'ai accroché à cette ambiance, à tout. Et maintenant, ben, j'ai qu'une hâte, c'est de découvrir la suite. Seulement, pourquoi j'ai retiré des points, alors pour moi, de mon point de vue, voilà, comme j'ai toujours envie d'en avoir plus, j'ai trouvé que l'histoire était peut-être un peu trop courte et qu'il manquait de réponses parce que on nous balance beaucoup de choses. On se dit, ah, on va peut-être nous donner un ou deux éléments pour quand même pas nous laisser sur notre faim. Eh bien, non. Vu comme ça se termine, c'est encore plus mystérieux. Disons que, oui, ça donne à réfléchir et voilà, donc moi je me réjouis d'avoir le tome 2. En tout cas, c'était une très bonne lecture, une bonne BD jeunesse. Je pense qu'on peut le laisser. C'est agréable à découvrir. Et justement, j'ai vraiment été prise dans cette histoire et vraiment beaucoup de mystère à la fin de cette première lecture. J'ai aussi lu La mort en face d'Antonio Lanzetta aux éditions Mera. Je vous mets la couverture ici car c'était également une lecture en numérique. Et je remercie encore la maison d'édition ainsi que Simplement Pro pour l'envoi de ce service presse. Donc ici, on est sur un thriller, on va suivre l'enquête. Une jeune femme a été retrouvée morte sur la plage. Et on va donc suivre le commissaire qui sera chargé de cette enquête, ainsi qu'une consultante. Et ils vont donc mener cette enquête qui va les mener dans un établissement pédopsychiatrique où ils vont rencontrer un jeune homme. Il n'a aucun lien avec la dame qui a été assassinée. Mais il arrive à la dessiner parfaitement. C'est ça qui est incroyable. Et si on remonte plus loin dans le passé de ce jeune homme, on découvre qu'il est lui-même lié à une vieille affaire qui a fait ce qui a semé la terreur à l'époque. Voilà donc pour le résumé. Ici j'ai mis aussi la note de 8 sur 10. Alors c'était une très bonne lecture. J'ai trouvé le thriller vraiment prenant. Il y avait beaucoup de suspense et surtout ce côté psychologique que j'ai beaucoup aimé. Et on est dans une narration multiple. Alors d'un côté on suit Lydia, c'est la consultante en fait. Et on suit également Matteo, donc c'est ce jeune homme qui est en établissement pédopsychiatrique. Et alors ils évoluent dans des environnements totalement différents. Mais petit à petit on se rend compte qu'ils ont eu tous les deux un passé bien difficile. Ils ont des parts sombres en eux. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment très intéressant de les suivre les deux, de justement avoir ces deux versions. Et je trouve que la partie de Mathieu était vraiment très intéressante parce que de le suivre à travers cet établissement, oui, moi ça m'a. Je trouve que c'était vraiment intéressant et surtout de se rendre compte de pourquoi est-ce qu'il arrivait à dessiner cette jeune femme, c'était impressionnant. Ensuite, bien sûr, on a ce qui revient au goût du jour, on a cette ancienne affaire qui remonte et là aussi c'est très effrayant, j'ai envie de vous dire, ce qui s'est passé. Et avec cette ancienne affaire, ben, il y a aussi d'anciens traumatismes qui reviennent, aussi bien pour Lydia que pour Matteo. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que dans ces romans, dans ces thrillers, l'auteur arrive à nous inclure une touche de paranormal, ce que je trouve vraiment très intéressant, qui me plaît à chaque fois. Et là, ça n'a pas manqué également. Quand j'ai vu la touche de paranormal, je me suis dit, ah oui. Et puis vraiment, moi j'ai bien aimé la manière dont c'est inclus dans cette affaire. Et pour moi, alors franchement, j'ai vraiment aimé l'affaire. J'ai été prise dans cette enquête, je voulais savoir ce qui s'était passé. Et vraiment, le dénouement final, il était quand même prenant.
vraiment, je me suis régalée au niveau de cette enquête. J'étais prise dedans, je voulais connaître la suite, comme je vous dis. Seulement, pour moi, ce qui est un peu péché, on va dire, c'est que, de mon point de vue, c'est que j'ai pas eu toutes les réponses que j'attendais. Et sur ça, j'ai été déçue parce que j'ai terminé ce livre, je pensais que, voilà, vraiment avoir toutes les réponses à mes questions et ça n'a pas été le cas, en fait. J'ai encore des interrogations à l'heure actuelle et c'est pour ça que j'ai enlevé quelques points. Mais sinon, si vous aimez tout ce qui est thriller sombre, avec un brin de paranormal dedans, je ne peux que vous recommander cette lecture. En tout cas, moi, j'ai vraiment été prise dedans. Et comme je vous dis, c'est une très bonne enquête, c'est fluide, ça se lit très vite, les événements s'enchaînent. Et d'ailleurs, cette narration multiple aussi, ça amène aussi une autre ambiance. Et moi, ça m'a vraiment beaucoup plu, donc je vous le recommande vivement si vous aimez tout ce qui est thriller sombre. J'ai également lu Avalanche Hotel de Nico Takian aux éditions Calman Levy. Donc là, c'était une bonne lecture. On suit Joshua qui se réveille dans les années 80. Il est agent de sécurité dans un énorme palace. Et justement, il va découvrir en fait qu'il va être appelé et on va lui annoncer qu'une jeune fille a disparu au sein de l'hôtel. Suite à cela, en fait, il va se réveiller. Il est en 2018. On lui apprend qu'il a eu un accident et qu'il est agent de police. Et Joshua, à cette époque, en 2018, il enquête justement sur une jeune femme qui a été retrouvée dans la montagne. Et on ne sait pas qui elle est. Donc, bien entendu, Joshua va quand même continuer à s'interroger sur ce qu'il a vu dans les années 80 pendant qu'il était dans Inanimé. Et il se prévient que les deux enquêtes soient liées. Donc voilà pour le résumé, j'essaye de ne pas vous en dire trop pour ne pas vous spoiler. Donc j'ai mis la note de 7 sur 10. Alors c'était un bon thriller qui était prenant. On a cette notion entre rêve et réalité où c'est qu'on ne sait pas vraiment à quoi on peut se fier et si ce qu'il voit dans le passé est réel ou pas. Donc ça c'est quelque chose que j'ai bien aimé. Et bien sûr, on a ce rapprochement qui est fait avec cette ancienne enquête, donc cette jeune fille qui a été enlevée au sein du grand palace hôtelier, qui vient se rajouter, donc ça j'ai trouvé très intéressant. Et en plus de l'enquête actuelle, donc on va essayer d'enquêter, j'ai trouvé l'enquête vraiment prenante, en tout cas je pouvais pas lâcher le livre sans savoir ce qui s'était vraiment passé. On est sur une plume aussi qui est fluide avec de belles descriptions de paysages. On est du côté suisse de la Riviera, donc le palace est au-dessus de Montreux, dans la montagne, donc on a beaucoup de paysages au bord du lac, on a des paysages dans la neige, c'est vraiment très intéressant. Moi en tout cas ça m'a vraiment hypé pour cette enquête. Je pense également d'avoir cette variété de paysages. Et oui, c'était vraiment un livre intéressant, avec un dénouement final vraiment captivant. Après, ce qui est un peu péché, on va dire, c'est que j'ai eu du mal à entrer dedans au début parce que c'est vrai que je savais pas vraiment sur quel pied danser, puis j'ai eu vraiment du mal à, à rentrer jusqu'au passage où on revient à notre époque et là ça m'a paru plus fluide et là j'ai croché. Mais il a quand même fallu 20 à 30 pages on va dire au début pour vraiment que je m'acclimate. Et aussi disons que ce qui a pêché c'est que rapidement je pense que j'avais aussi compris certaines révélations donc ça n'a pas été une surprise pour moi. Malgré tout je pense que ça reste un très bon thriller polaire j'ai envie de dire. Et je vous le conseille vraiment parce que vraiment, on est pris dans cette enquête, on a envie de savoir ce qui va arriver. Et moi en tout cas ça l'a fait, j'ai bien apprécié ce thriller malgré tout. Et j'ai également lu Il était un jour Cléopâtre de Viviane Koenig aux éditions Scrineo. Je vous mets la couverture ici car c'était une lecture en numérique et je remercie encore la maison d'édition ainsi que NetGalley pour l'envoi de ce service presse. Alors pour ne pas trop m'égarer, je vais vous lire le résumé du livre. Je m'appelle Ira, et toute jeune, j'entre au service de la reine Cléopâtre. Avec elle, j'ai tout vu, tout vécu. Ses disputes avec son jeune frère, alors qu'à 18-9 ans, elle règne avec lui sur le royaume d'Égypte. Son exil pour éviter d'être assassinée. Son incroyable rencontre avec Jules César. L'amour sincère unissant cette pharaone et ce général. Son voyage sur le Nil, puis à Rome. Courage, passion, alliance, médisance, combat. Je raconte tout ce que j'ai partagé avec Cléopâtre, cette grande reine à la vie aussi tumultueuse qu'un roman. Donc oui, alors là c'est une lecture à laquelle j'ai mis 8 sur 10. Déjà, j'ai été vraiment intéressée par cette lecture car comme on y raconte la vie de Cléopâtre, tout ce qui a lien un peu avec l'Égypte antique, ça m'intéresse beaucoup. Et là, je me suis dit en plus Cléopâtre c'est quelque chose que j'ai toujours été intéressée par son histoire. Donc je me suis dit que je voulais découvrir ce roman. Donc déjà je peux vous dire
qu'on est sur une histoire qui est intéressante et qui est surtout adaptée pour les plus jeunes. Donc c'est-à-dire que pour un jeune ado ou même un enfant qui sait déjà lire et qui arrive à lire un peu des livres qui font un peu plus d'une centaine de pages, c'est quelque chose qui va lui permettre de découvrir l'histoire d'un personnage historique, mais de manière romancée, tout en étant intéressant. Donc ça peut être l'occasion d'y faire découvrir, de cette manière, l'histoire de la dernière reine d'Égypte. Donc oui, pour moi, comme je disais, c'est vraiment une histoire intéressante, et ce qui est bien, c'est ce côté adapté à la jeunesse, car c'est vraiment facile à comprendre, c'est une plume simple, fluide, et ça se lit tout seul. On est sur un récit prenant, et bien sûr, on a les pensées de notre protagoniste, donc Hira, qui nous donne en plus son point de vue sur ce qu'elle pense des décisions de Cléopâtre, et surtout la manière dont elle est proche de la reine en fait. Et aussi, je trouve que les éléments sont très bien repris, donc on reste proche de l'histoire d'origine. Et pour vous donner une idée, cette histoire commence au moment où Cléopâtre accède au trône et va jusqu'au moment où de la mort de César. C'est là, tout ça est romancé dans le récit. Et aussi, après, pour vraiment avoir toute l'histoire, vous avez ce qu'on appelle un dernier résumé. Et là, vous avez les derniers points qui sont énumérés jusqu'à la mort de la reine. Ce que j'ai trouvé intéressant également, c'est que l'on voit également l'histoire d'amour entre César et Cléopâtre, qui est bien amenée. Et aussi, on constate que ça n'a pas toujours été facile pour la reine, car très rapidement, même à travers les yeux d'Hira, on se rend compte que Cléopâtre, elle est vue comme quelqu'un de très intelligente, astucieuse, et comme une bonne reine, on va dire, elle cherche le meilleur pour son peuple et pour son royaume. Et pour cela, ben justement, des fois, ses décisions sont mal interprétées aussi du fait que c'était une femme. Et plusieurs fois, on a essayé de la faire taire, mais elle a été plus maligne que les autres. Donc c'est ça aussi que je trouve très intéressant, de voir justement comment Cléopâtre voyait les choses. Et oui, je trouve que c'était bien fait. Puis ce qui est aussi bien fait, c'est que des moments, Hira, elle va quand même pas la suivre partout, on va dire. Mais pour avoir toute la version racontée, la manière dont l'autrice a manœuvré pour que qu'on ait l'histoire malgré tout, est très astucieuse, et j'ai trouvé ça vraiment sympa comme c'était fait. En tout cas, moi je me suis régalée avec cette lecture. Tout ce que je pourrais reprocher, on va dire, c'est qu'étant donné que on nous raconte toutes les sortes de Cléopâtre, j'aurais voulu qu'on continue même après la mort de Jules César, qu'on continue jusqu'à la mort en fait de Cléopâtre, pour aussi pouvoir suivre l'aventure d'Hira et voir comment ça se terminait pour elle après tout cela. Et c'est ça que j'ai trouvé un peu dommage que ça s'arrête à ce moment-là, mais malgré tout ça reste une très bonne lecture, et je pense que ça peut être l'occasion de faire découvrir à des jeunes cette histoire, ou plutôt de faire découvrir ce personnage historique. Et moi en tout cas, oui, je me suis régalée, je l'ai lu, pour vous dire, je l'ai lu d'une traite, hein. Il fait un peu plus de 100 pages, 120 je crois, et c'est écrit grand, aéré, donc j'ai commencé, et je l'ai dégommé en une journée, tellement j'étais prise dedans, et que je voulais connaître la fin. Donc oui, c'est une lecture qui se lit très vite, et puis même pour un jeune, je pense que ça se lira rapidement. J'ai aussi lu le deuxième tome de Gilded, donc Cursed, de Marissa Meyer aux éditions de Saxus. Ouais, je vous montre la couverture, elle est magnifique. Et là, pour faire un bref résumé du tome 1, on est dans un univers où en fait à chaque pleine lune, le roi des aulnes et sa chasse sortent de leur château et vont chasser les créatures fantastiques. Sauf que s'ils croisent un humain sur leur passage, ils l'emportent avec, et vous ne le revoyez jamais. Et là on va suivre donc Serilda, qui est une jeune femme bien particulière, car à sa naissance elle a été maudite par un dieu. Elle a des roues en fait dans les yeux, et à cause de cela, elle est douée pour raconter des histoires, mais vraiment elle peut sortir des histoires plus grosses qu'elle. Voilà, elle invente plein de trucs. Et un jour, en voulant protéger des créatures, elle va tomber sur le roi des aulnes. Elle va alors lui raconter que elle arrive à filer la paille en or. Le roi des aulnes ne va pas s'en prendre à elle, et à la prochaine pleine lune, il va la faire chercher, l'emmener dans son château et lui dire maintenant, tu as toute la nuit pour filer de la paille en or. Si tu n'y arrives pas, eh bien, je te tuerai et je tuerai ta famille. Serilda, elle est désespérée parce qu'elle ne sait pas c'est un bobard en fait, et elle ne sait pas comment elle va faire, et disons que le destin va jouer en sa faveur.
Voilà donc pour le résumé. Donc pour ce tome 2, j'ai mis la note de 7 sur 10. On est toujours dans un univers très sombre et très gothique. Sur ça, ça n'a pas changé, c'est ce que j'apprécie dans ce roman. Et ce qui est bien, c'est que j'ai trouvé que on voit beaucoup de créatures mythologiques de la mythologie germanique. Donc ça, c'est aussi vraiment très intéressant avec leurs noms, les noms germaniques en fait, c'est ça qui est, oui, les noms tirés de l'allemand. Et ça m'a beaucoup plu. Après, attention, il y a des scènes quand même difficiles dans ce tome. Et énormément de trigger warning. Je ne vais pas tous vous les dire parce que je pourrais vous spoiler justement. Ils sont tous notés à l'avant du livre si, au cas où vous avez la chance de pouvoir feuilleter le livre. Ou sinon, venez en privé sur Instagram ou mettez-moi un mail et je vous les dirai. Mais voilà, moi juste pour vous dire, il y a de la maltraitance animale et il y a des passages là-dedans où ça m'a fait mal en fait. C'est ça qui m'a le plus fait mal, ces passages où c'est que c'était dur à lire, de me dire mais mon Dieu, comment est-ce qu'on peut faire ça? Et c'était très dur à lire. Après, on est sur une intrigue qui est intéressante et on a toujours aussi cette notion de malédiction à lever qui m'a beaucoup plu et que je voulais connaître le fin mot. Et tout cela aussi, on va dire que dans ce tome, on arrive à, malgré ce côté sombre, tout ça, à nous mettre des émotions également, ce qui est très intéressant. Des moments d'émotion qui sont bien amenés, bien tournés, et où ça allège un peu le cœur, je trouve. Et on est sur un dénouement final qui est tout simplement captivant. Après, vraiment, ce que j'ai reproché pour ce tome-ci, c'est comme pour le premier tome, c'est qu'il y a beaucoup de longueur. En fait, la première partie de cette histoire, il y a vraiment beaucoup de longueur. Je pensais que ça partait, que ça, le deuxième tome serait plus intéressant, tandis que le premier, on nous a bien introduit l'histoire. Ben non, ça a encore duré un petit moment. Et aussi, j'ai pu anticiper certains éléments, donc voilà. Et après, comme je vous avais dit dans le premier tome, on est sur cette notion, c'est que l'histoire est divisée par pleine lune. Alors le premier tome, ça m'a paru vraiment déroutant de me dire, ouais, en fait, on a ce qui se passe à chaque pleine lune, mais entre deux, on a l'impression qu'ils ne font, qu'ils font rien, en fait, qu'il se passe rien. Et là, alors, ça m'a peut-être moins perturbée parce que on nous met des... Oui, ils ont dû faire ça pendant une semaine, et après, voilà, donc tu sais que les personnages ont quand même fait quelque chose entre ce laps de temps. Et ça m'a moins dérangé dans ce tome 2 que dans le premier tome, où c'est que c'était vraiment tac, on saute d'une pleine lune à une autre, et puis tu sais pas ce qui se passe entre deux, voilà. Alors après, c'est une lecture qui était intéressante, je voulais connaître la fin de l'histoire, ça recommence à aller se terminer. C'était... J'ai bien aimé malgré tout, mais trop de longueur à mon goût, c'est ce que je peux dire. Vraiment trop de longueur dans le tome 1 et dans le tome 2. Après, je sais que certains ont adoré, je comprends pourquoi, mais moi, si vous voulez, je compare avec les chroniques lunaires de la même autrice, et je dois dire que pour moi, les chroniques lunaires ont été beaucoup plus agréables à lire que ceci. Même si là, j'ai beaucoup aimé ce côté sombre, gothique, et découvrir ces créatures fantastiques, ainsi que d'en savoir plus sur Cérilda et sur d'autres protagonistes de l'histoire. Mais les longueurs m'ont vraiment freiné et par moments je me disais mais quand est-ce que le récit va partir? Voilà, donc en tout cas une dark fantasy qui est très intéressante, et si vous aimez la dark fantasy, ainsi que tout ce qui est un peu lié à la mythologie germanique, je vous laisse découvrir cette duologie. Et voilà, j'arrive au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez lu certains de ces livres et ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez eu des coups de cœur ou des déceptions pendant le mois de janvier? Ou si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, mettez-moi soit un emoji, vous pouvez mettre un livre, ou mettez-moi un emoji en lien avec le livre qui vous a le plus tenté dans ce point lecture. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour soutenir la chaîne, activez la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos et à vous abonner car ça fait toujours plaisir et surtout ça permet à d'autres personnes de passer par ici. Voilà, sur ce, je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien. Bye bye!